Nazaré, l'un des spots les plus dangereux de la planète. 10 mètres, la puissance et le vide. Shane Dorian à gauche, Benjamin Sanchis à droite. Surfer sur le fil, frapper à un grand coup. Bienvenue dans le monde du gros. Ça, tout le monde a peur, hein. C'est pas vrai. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas peur et il ment, je pense. Tout le monde a peur, évidemment. Repousser un peu un certain palier. Être allé un peu plus loin aussi dans ce qu'on fait, dans le surf de grosses vagues. Et voir qu'on peut le faire, en fait. Mais tout en sachant qu'on a pris beaucoup de risques et que la moindre erreur peut être fatale aussi, quelque part. Et c'est là où ça peut devenir très très physique. Je buvais entre 7 et 8 litres d'eau, tellement je transpirais dans chaque manœuvre. Et en fait, à chaque manœuvre, je suis trempé. Les derniers tours du monde que j'avais fait, je perdais jusqu'à 12 kilos. La problématique du sommeil, c'est pas tellement dormir ou pas dormir, c'est de s'endormir. Je suis m'allongé là, et là, je sens mes viscères à l'intérieur qui bougent. Parce que le bateau, il est... Voilà, c'est ça tout le temps, quoi. Et je m'accorde maximum 25 minutes. Alors, au bout de 25 minutes, je me lève et je vais éteindre le réveil qui est là. Et Calvaro était très très chaud, j'avais beaucoup de difficultés pendant les 3 minutes d'essai sur les 2 sauts que j'avais à droit à faire. Le cheval vraiment explosé et j'ai même écourté ma préparation parce que je sentais le cheval tellement chaud, j'ai dit maintenant il faut que j'y aille. De toute façon, lui il est bon, moi je vais faire mon possible et on va essayer de faire notre boulot et ça a marché à ce moment-là bien sûr. Gérer les contraintes à l'imprévu, c'est un peu le quotidien d'athlète de haut niveau. Au dernier moment, le retard de la chambre d'appel, l'arbitre qui n'est pas là, on doit passer à 11h05, on passe à 11h25. Quel est votre regard sur ce genre de choses? Est-ce que être dans l'instant, être centré, être concentré sont des éléments premiers pour mieux contrôler et gérer ce genre de choses? Nous, dans le golf, on a beaucoup d'imprévus. Là, vous parlez de 5 minutes de retard. Nous, il nous arrive parfois d'aller au golf et d'avoir un départ prévu à 10h. Donc, ça veut dire un début d'échauffement vers 8h30. Donc, un réveil à 6h30. Et de ne pas jouer avant 16h. Donc, parce qu'un orage, parce que des inondations. Donc, nous, on est vraiment... le climat, c'est vraiment un élément important. Et là, oui, là, il faut savoir gérer. Donc gérer, c'est faire en sorte de perdre le minimum d'énergie. Donc souvent, ce que nous, on voyait, c'était toutes les filles qui se retrouvaient au clubhouse à discuter, à rigoler, à parler fort, à regarder les téléphones, etc. Et moi, j'étais une des seules à aller me planquer dans les vestiaires et me poser tranquillement avec mes amis proches qui étaient dans le même fonctionnement que moi. En fait, il faut... Soit on a le coach avec nous, et le coach est capable de dire à son athlète « Viens, on s'éloigne, il te faut du calme, il faut garder de l'énergie », ou l'athlète est seul, et c'est lui qui prend sa décision. Donc ça, c'est des problématiques qui sont parfois compliquées. Alors quand ça arrive le premier jour de la compétition, ça va. Ce qui est plus délicat, c'est quand c'est par exemple le dernier jour et qu'on est en tête du tournoi. Donc là, on n'avait pas pensé qu'on pourrait passer la journée à réfléchir à comment je vais gagner mon tournoi. Donc ça, c'est aussi des moments qui sont difficiles à gérer. Mais encore une fois, si on reste, comme tu disais, centré sur soi, donc concentré à rester calme finalement, c'est un moyen, à mon avis, de pallier à tous ces petits gris-gris qui viennent nous embêter lors de ces arrêts de jeu. Après, on a les conditions climatiques sur le parcours, donc dans l'activité en elle-même, ou par exemple quand on va jouer en Écosse et qu'il pleut à l'horizontale et qu'il y a 30-40 km/h de vent. Donc là, c'est faculté d'adaptation énorme. Et ça, en fait, tout se travaille à l'entraînement. Et c'est là où on parle de bon coach, on y revient. C'est que le coach doit pouvoir préparer l'athlète à ça, à faire face à ce genre de contraintes. J'ai rien de plus pertinent à dire. On travaille toute la journée pour faire face aux imprévus. Je vais juste vous raconter un petit truc.
Vous vous rappelez, donc, ce matin, je vous parlais de 2012 et le fait qu'après, en 2013, je sois parti aux États-Unis, etc. L'été 2013, c'était l'été des championnats du monde, donc j'arrive aux championnats du monde. Et habituellement, on a toujours le même échauffement où on va nager un petit peu, en général 1,5 km, 2 km, dans le bassin de compétition. Pour nous, 1,5 km, 2 km, c'est rien du tout. Hein. C'est vraiment de l'échauffement. On met les clés sur le contact et on laisse la voiture tourner, quoi. Et là, je plonge dans le bassin de compétition et l'eau, elle est gelée. Vraiment, c'était impossible pour moi de m'échauffer, de me réchauffer. J'étais en train de perdre tout mon influx nerveux, toute mon énergie. Je fais une borne, pas plus, et je regarde mon entraîneur à l'époque, je lui dis, écoute, on va dans le bassin de récupération, qui en général est un peu plus chaud. Là, on va dans le bassin de récupération. Il me demande des trucs super simples à faire. Quelques allers-retours des 50 mètres, il me dit, bon, bah, tu vas faire 1 à 30 secondes, 1 à 29, 1 à 28. C'est un truc qu'on est très habitué à faire. Et là, je fais 31, 26, enfin, je fais n'importe quoi. Et à ce moment-là, je lui dis, bon, tu sais quoi ? En fait, j'en ai rien à foutre. Je sors, je vais au soleil. On était à Barcelone en plein été. Donc j'ai mis ma doudoune, je suis allé en plein soleil et j'ai attendu 20-30 minutes jusqu'à ce que les types viennent me chercher pour aller à la chambre d'appel. Et je suis parti comme ça. Et en fait, tout aurait pu être déstabilisant, mais il y a un moment donné, vous avez tellement travaillé, c'est ce que tu dis, tu t'as tellement travaillé le truc et tu te connais tellement bien et tu sais tellement ce dont tu as besoin à partir d'un certain niveau que les choses se sont plutôt bien passées. Et derrière, j'ai fait champion du monde, j'ai réussi à récupérer la médaille là-dessus, alors que ça a été peut-être le pire moment de ma carrière, le pire échauffement de ma carrière. Mais on est formé pour faire face aux imprévus, en fait. Toute la journée, on nous dit... D'ailleurs, il y a un truc... Alors, tu me diras ce que tu en penses, d'ailleurs. Ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Nous, on se formait à pas avoir de gris-gris. Ça m'a fait penser à ça quand tu parlais au gris-gris. C'est-à-dire, moi, j'avais pas ma paire de lunettes fétiche, mon doudou que j'emmenais avec moi en permanence, etc. Parce que le jour où j'ai pas le doudou, peut-être que ça va me déstabiliser et je vais pas arriver à performer correctement. Je sais pas si toi, c'était le cas ou pas. Alors, je vais utiliser ce que tu as dit juste avant à propos des championnats du monde, parce que ça parle aussi de comment toi tu es constitué et câblé. Donc ça parle de ton expérience et de la connaissance de toi. Et là, je te rejoins sur le fait que plus je suis en contact avec mes savoir-faire, ce que je sais faire, ce qui me correspond, plus c'est facile de m'adapter à l'imprévu. Mais en même temps, toi, tu es aussi quelqu'un qui t'adapte. Sur les personnes ou les sportifs qui s'adaptent moins facilement ou qui ont besoin d'avoir une routine, d'avoir un programme et de prévoir les séquences, c'est hyper important de prévoir l'imprévu. C'est-à-dire que l'imprévu peut se prévoir surtout pour ces athlètes-là. Alors que pour toi, c'est pas très important, ça t'encombrerait peut-être même de prévoir l'imprévu. Tu vois ? Et après, à propos des gris-gris, etc., ça rejoint un petit peu aussi la connaissance de soi. C'est-à-dire que toi, tu n'en as surtout pas besoin, quoi. Parce que ça extérioriserait tes compétences. C'est-à-dire que tes compétences, tu les mettrais à l'extérieur de toi, alors qu'elles sont intégrées. Donc là, bon, je pense que peut-être que pour certains athlètes, ça peut être utile, mais pour la plupart, c'est inutile. Mais pour certains athlètes, ça peut être utile. Voilà. Donc, il faut faire attention aux généralités par rapport à ça, mais en tout cas pour toi, certainement pas. Question sur ce sujet ? Non, mais c'est vrai qu'en y pensant un petit peu, un mec comme Rafael Nadal, il n'y a pas un mec qui a plus de tics au monde que Rafael Nadal, et c'est vrai qu'il a rarement été mauvais. Donc j'imagine que ça dépend de la personnalité. Oui, je pense qu'effectivement, l'idéal, c'est d'arriver à ce que nos athlètes soient libérés d'un certain nombre de choses, effectivement, et notamment des gris-gris, mais
Par contre, les routines, je pense que ça installe quelque chose. Je pense que tu en avais sans t'en rendre compte, mais ne serait-ce que faire ton sac, ou poser ton sac, ou le matin, tu sais ce que tu as à faire, etc. Parce que c'est un ordre qui va créer le calme, en fait, tout simplement. C'est pareil, j'ai envie de dire, plus pour des milieux d'élite, mais c'est pareil pour nous tous. Hein. Si le matin, on se lève, on commence par aller, je ne sais pas, on a nos rituels à nous aussi qui nous mettent dans le bain. Effectivement, plus le cerveau, moi c'est ce que j'observe, est libéré, plus on arrive à travailler, et moins les gens ont de routine, et plus on est sur l'intelligence, plus on est sur les capacités d'adaptation. D'accord ? Par rapport à l'imprévu, etc. Parce que c'est très compliqué de prévoir l'imprévu, et puis surtout, je suis sûre que tu vas être d'accord, mais dès qu'on cherche à prévoir l'imprévu, il y a toutes les choses qu'on sait, mais il y a celles, alors là, vraiment les imprévus, quoi, celles qu'on n'a pas pu travailler. Et là, on est complètement désarçonné. Donc, on est obligé d'ouvrir un chapitre où on dit qu'on va prévoir ce qu'on sait ce qu'on est capable de prévoir, et puis il y a le reste. Et ça, voilà, hein, une bourrasque, du vent qui arrive, une tempête, enfin, je veux dire, la compétition est quand même programmée, la météo peut se tromper, enfin voilà, c'est compliqué de tout prévoir, et ça peut être très déstabilisant. Donc il faut amener nos athlètes, on parlait d'autonomie, mais d'autonomie aussi de liberté. Moins on est aliéné à des routines, à des gris-gris, mieux on est. Mais bon, effectivement, il y en a, il faut les amener progressivement, tranquillement, hein, on ne va pas leur enlever. Moi, je me souviens d'un athlète, je ne peux pas donner son nom, mais c'était un de nos numéro 1. Je me souviens de son DTN, un jour, j'arrive à l'entraînement, il était furieux, et il avait un lapin dans les mains. Il avait un lapin dans un sport de combat. Hein. Sport de combat, et il dit, mais Myriam, c'est pas possible ça. C'est pas possible, on ne peut pas avoir... Tu te rends compte qu'il a encore un doudou à son âge. Il dit, je viens de trouver encore, il a encore son doudou. Et il me dit, mais c'est pas possible. C'était Dominique Nato. Et il me dit, mais c'est pas possible ça. Et tu te rends compte. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui te gêne ? Il est très bon, il s'entraîne, il est sérieux, mais laisse Suisse son lapin. Laisse Suisse... Voilà, mais en fait, c'est un athlète qui avait... C'était rassurant pour lui, mais vraiment, hein, c'était son... Donc évidemment, au bout d'un moment, il l'a lâché. Mais il fallait qu'il passe par là, et puis à un moment donné, il a pu... Vous disiez, Monsieur Agnel, que l'eau du bassin de compétition lors des championnats du monde était gelée et que vous avez dû sortir avant l'appel. Est-ce que toute cette demi-heure n'a pas suscité chez vous du coup de l'appréhension pour la compétition à retourner dans l'eau gelée, d'autant plus que vous nous disiez ce matin que vous n'aviez pas de préparation mentale ni de coach. Donc du coup, je me dis qu'on n'est pas tous non plus égaux face à des situations comme celle-ci. J'étais ce qu'on appelle dans le métier vénère grave. Voilà, à un niveau quand même assez élevé. Faudrait que je me replonge un petit peu dans mes souvenirs, mais j'avais peut-être pas de préparation mentale, mais je me la faisais un petit peu tout seul. Moi, tu sais ce que je faisais. On savait exactement l'heure à laquelle on allait s'échauffer avant la course. C'était environ 1 heure avant la course. On prenait, on s'échauffait 20-30 minutes en fonction de l'importance du truc, si c'était le matin, l'après-midi, etc. Et une fois qu'on sortait, on était livrés à nous-mêmes. Et c'est un moment qu'on avait pour nous. Alors t'en as qui aimaient bien discuter à droite à gauche, dans le coin France, etc. Pendant longtemps, moi j'ai eu un casque sur les oreilles et voilà, et de la musique un peu forte. Et puis il y a un truc qui fonctionnait assez bien. En fait, c'était la méthode Coué. C'est-à-dire que je me répétais que j'étais le meilleur et que j'allais les défoncer. Je suis le meilleur, je vais les défoncer. Je suis le meilleur, je vais les défoncer. C'est comme ça pendant 30 minutes. Donc c'est vrai que quand j'arrivais dans la chambre d'appel, les types voyaient rarement un gars souriant arriver, si tu veux. Je mettais un maximum de talons. Tu vois, on parlait des routines, etc. Je mettais un maximum de talons pour être sûr d'être bien plus grand et de serrer la main un peu fort en disant « bonne chance », tu sais, un peu comme ça. Pour que bien les mecs se disent, bon, effectivement, il va me défoncer, tu vois. Les sports de combat, quoi. Et en fait, il y a un point dont on n'a absolument pas parlé
et qui est super important, notamment en natation, c'est la chambre d'appel. Et en règle générale, il y a même plusieurs chambres d'appel en natation. Ce sont des moments où tu fais 80-90% de la course. Hein. Tu vois tout de suite ceux qui vont perdre, rapidement. Puis après, tu as les Chinois qui viennent te prendre dans la main et qui me disent « KO Americans ». Comme ça. Je fais « oui, ils sont un peu vénères aussi. Hein. Je pense qu'il y a un moment donné, quand tu dois être là, et il y a une phrase un peu bateau, tu sais, c'est Morpheus dans Matrix qui dit « on n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait ». Et j'ai toujours été convaincu au fond de moi, alors ça fait très pédant de dire un truc pareil, j'assume, mais j'ai toujours été persuadé que j'étais le meilleur, en fait, que j'avais ma place au plus haut niveau, tu vois, au sommet du podium. Vraiment, j'en ai toujours été persuadé au fond de moi. Et je pense que ça, c'est un truc... voilà, je sais pas, c'est un truc que j'ai toujours eu en moi. Je me suis toujours senti différent, je me suis toujours senti comme ça. Alors, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, j'ai jamais porté de jugement particulièrement là-dessus, mais effectivement, j'avais ce moment où j'avais cette trentaine de minutes où j'arrêtais pas de me répéter que j'étais le meilleur et que j'allais les éclater, quoi. Vraiment. À côté de ça, pendant les jeux, par exemple, il y avait un jeu sur smartphone, parce qu'on a tout le temps notre smartphone entre les mains, tu vois. Il y avait un jeu où, pour moi, c'était même plus un jeu, c'était un jeu où en fait tu devais reconnaître super rapidement les logos des marques et le nom des marques. Tu sais ? Tu vois le genre de jeu que c'est ? Bon, ben moi, j'essayais de battre le record. Tu vois, le mec vraiment taré jusqu'au bout, quoi. Et j'essayais de battre le record, et si je prenais genre 8 secondes 4, ça veut dire que ça y est, j'étais prêt, tu vois. Et effectivement, le jour de la course, j'ai explosé mon record. Tu vois. Et vraiment, tout s'est quand même relativement aligné. Donc à un moment donné, tu parlais tout à l'heure du moment où tu es dans la zone. Le 200 mètres au jeu, c'est une course où en fait, j'ai touché, et c'était tellement facile, je me suis dit, j'aurais dû accélérer avant dans la course, parce que je ne suis pas fatigué. Alors qu'en fait, c'est faux. Si ça se trouve, j'aurais accéléré avant, ça m'aurait déréglé complètement, etc. Mais tu as l'impression de voler. Ben, c'est ce que je disais. Alors, ça m'a fait un peu chier. Il est super beau, le reportage là, sur le 4x100, sauf que j'ai fait 1 heure d'interview. Les types ont pris la minute où je me la pète à fond. Tu vois ? C'est vrai qu'il a, ouais, je les ai défoncés et tout. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça que tu ressens. On avait une trouille monumentale. On s'est répété dans la chambre d'appel tous les 4, 50 fois. Oh, allez, on n'a rien à perdre, on va s'amuser, on prend du plaisir, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Oh. T'avais Clément qui était assis, qui était livide, il était blanc. On aurait dit, tu vois, oncle Fétide, ben pareil, il était blanc, il n'en pouvait plus. Amaury Levaux, que vous connaissez, qui était le bout en train, qui en avait rien à foutre, qui était là, ouais les gars, machin. Fabien Gillot, c'était le capitaine, c'est allez les gars, on va y aller, on n'a rien à foutre, on n'a rien à perdre, on se fait plaisir, etc. De toute façon, on est outsider, etc. Bon, je ne sais pas comment j'étais, il faudrait leur demander. Sûrement un peu stressé. Mais ouais, ce sont des moments qui sont très marquants, d'abord, parce que c'est là où tout se joue et qui sont super importants. Et je pense que tu as raison, malgré tout, on a ces routines-là, je les avais. Il faudrait regarder, mais sur chaque course, je pense que j'arrive du même côté du plot, je mets le même pied du même côté du plot, etc. parce que c'est des moments où tu as besoin d'être solide sur tes appuis. Tu vois, si tu commences à avoir les jambes qui tremblent sur le plot, c'est pas bon quand même. Et ça, c'est travaillé. Donc il y a des choses que j'ai fait un peu naturellement, intuitivement, mais c'est travaillé aussi à la base. Bien. On n'est pas là pour s'aimer, c'est parce qu'on est performant et qu'on gagne qu'on va s'aimer. Mais si on s'aime, si on se pardonne toutes les erreurs, toutes les fautes, et qu'à la sortie on échoue, on n'aura pas fait le boulot pour lequel on était venu. Un projet comme Sodebo là, qui va autour du monde en solitaire autour de la planète, c'est d'abord pour moi une phase technique, alors qui est pour le coup très très collective, avec une équipe, conception, construction, mise au point d'un trimaran comme Sodebo. Et là, avec Sodebo, on tente un truc incroyable, c'est d'aller autour du monde avec un bateau aussi grand. Aujourd'hui, dans ma position au milieu du staff de la Fédération française d'équitation, pour le concours complet et pour le saut d'obstacle, j'en rêve déjà parce qu'on va retrouver d'abord cette ambiance très très forte dans le stade, avec tout ce public qui va être derrière nous. Et je crois que là, ça va décupler les forces et la volonté de nos cavaliers, c'est sûr. Il va falloir
qu'on soit capable de faire corps, parce que ce match va être difficile, l'environnement va être difficile, et il va falloir à chaque fois que ça va être compliqué, il va falloir sentir que les autres sont à côté. La solution, elle passe par vous, ensemble, par nous, ensemble, et rarement par un individu tout seul qui voudrait tout d'un coup sauver la patrie. Comment tu as vécu Rio en tant qu'entraîneur de CSO? Tu étais dans cette fonction-là, comment est-ce que tu l'as vécu? Très simplement, je faisais partie d'un staff, d'une équipe, voilà, qui étions à disposition de nos cavaliers. On travaillait pour eux. Donc nous, notre travail, c'est de les accompagner, de les conseiller, de les soutenir, de les aider. Enfin, ça pour que eux soient dans leur bulle et qu'ils accomplissent leur travail, voilà, pour aller au résultat. Il y a quand même une super entente entre nous, parce qu'en descente, si t'es seul, t'es vraiment dans la merde, quoi. David, il tenait beaucoup à cet esprit de groupe, et c'est un de ceux qui l'a forgé d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui nous relie, je pense. Vous en avez déjà beaucoup parlé de cette notion d'équipe. Qu'est-ce qui, pour vous, l'essentiel? Quel est le ciment d'une équipe? Est-ce que c'est, comme on dit parfois, tout se dire, pas n'importe quand, pas n'importe comment, pas avec n'importe qui et pas n'importe comment? Y a-t-il des moments où il faut savoir se taire? Comment, Richard, toi qui as accompagné l'équipe de handball, peux-tu nous parler de la genèse de cette performance? Qu'est-ce que je peux dire? Si je démarre de Rio, comme je vais reprendre certaines choses. Le travail a démarré bien avant. Il commence déjà avec le coach, avec Olivier. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord de cohérence entre nous et une confiance mutuelle, c'est mort. Parce que c'est parce qu'Olivier m'a fait totalement confiance que les joueuses m'ont fait confiance aussi. Donc ça, c'est un point important auquel il faut penser. Et sa confiance accordée, bon, d'abord il y avait une réciprocité dans le processus, moi vers lui aussi. Du coup, moi ça m'a autorisé, et il m'a autorisé, et devant les joueuses, il m'a autorisé à faire ce travail seul avec les joueuses. Parce que ça aussi, c'est la capacité qu'il a eue aussi à déléguer, à sortir du contrôle, à vraiment confier l'équipe à quelqu'un qui est à l'extérieur, qui vient de l'extérieur. Et du coup, cette autorisation, cette confiance a créé le lit justement de ce travail avec les joueuses. Moi, je m'en suis emparé et j'ai posé les bases de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le cadre du travail qui peut être fait en collectif. Je les ai formées à parler, à témoigner, à dire ce qu'elles ressentaient, à parler d'elles-mêmes, à ne pas parler des autres, à témoigner aussi ce qui pouvait les déranger, à témoigner vraiment leurs émotions. Il y a eu tout, hein. Il y a eu de la colère, il y a eu des larmes, il y a eu de tout. Ça, c'était autorisé, mais ça s'est fait par étapes. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire à brûle-pourpoint du jour au lendemain. Ça réclame que chacune apprivoise ce processus, se l'approprie et qu'elle découvre que c'est possible de vivre ça ensemble sans se sentir jugée par une de ses collègues, que cette humanité puisse être partagée. Et là, l'essentiel est fait. C'est-à-dire le ciment et le lien est en train de se construire et ça devient très très fort. Et donc ça a été, je pense, un point vraiment important dans la construction de la solidarité de l'équipe, de l'enthousiasme, de la collaboration et de la collaboration avec le staff. Donc voilà un des ciments, on va dire, du travail. Ça a été vraiment la base au début. Et pendant la compétition, nous avons continué à faire ce travail-là au point,
c'est un peu compliqué au jeu parce qu'on n'a pas d'espace dédié pour le collectif. Il n'y a pas d'espace dédié. Donc on a dû faire ça dans une chambre. Alors, je ne vous dis pas, on était tous serrés. On a de très bons souvenirs aujourd'hui, mais il a fallu vraiment avoir de la volonté pour travailler dans ces conditions-là. Mais ça fait partie du jeu. Et le fait justement de traverser ces contraintes-là et ces difficultés-là ensemble et de s'en amuser et de dire on va trouver des solutions, ça renforce encore la solidarité et la force de l'équipe. Et voilà. Ensuite, il y a aussi le travail de feedback. Moi, ce que j'appelle, non pas un feedback positif, parce que moi, ce que j'appelle un feedback positif, c'est comment je pourrais nommer ça, c'est une petite chanson qu'on a envie de chanter pour se faire confiance. Non, moi j'appelle ça un feedback d'efficacité, plus intéressant aujourd'hui. Feedback d'efficacité, c'est-à-dire que je leur propose, en débrief, de témoigner tout ce qui a été efficace, tout ce qu'elles pensent avoir été efficace dans leur jeu, individuellement, et chez leurs collègues, et dans le collectif. Et ça, c'est aussi une révolution. Parce que la tendance, c'est quand même de se flageller, de dire on n'a pas réussi ça, on n'a pas réussi ça, on a mal fait ça. Et donc le fait de démarrer dans cette direction-là, dans notre culture, en tout cas c'est un peu à contre-culture, ça a permis aussi de leur permettre de créer aussi, de souder l'équipe et d'ancrer, de fixer ce qui marchait, ce qui fonctionnait et d'accumuler ça après chaque match. Ça ne veut pas dire qu'on s'est voilé la face à ce qui ne marchait pas. On a abordé aussi les points chauds et les points améliorés, mais c'était des points améliorés. Et c'est d'autant plus facile d'améliorer ces points-là quand on a rechargé la batterie et que dans la batterie, on a nos compétences qui sont là. Avec ça, on peut y aller. On peut trouver des solutions et des ressources. Et ça, après, c'est partagé aussi avec le staff, avec Olivier, son adjoint, en concertation avec les joueuses. Et donc, ça fait une boucle, voilà, pour en dire une partie. Question sur ce sujet ? Il y a un truc, avant, un grand plaisir pour la question. Souvent, on nous pose la question, une fois que vous avez gagné, qu'est-ce qui vous pousse, t'en parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui vous pousse à retourner vous entraîner, à retourner en compétition, etc., etc. Bon, je vous ai parlé du curling tout à l'heure, ça a fait rire tout le monde, mais c'est un des trucs qui est vrai, c'est quand on a vécu ça, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Le deuxième truc, et ce qui est probablement le plus important, c'est de savoir que quand vous vous levez tous les matins, il y a des gens qui vont être là, qui vont vivre ça, ces moments qui sont tous très particuliers, qui vont les vivre avec vous et qui seront là pour vous et qui vous soutiendront peu importe ce qui se passe. Et cet esprit d'équipage-là, tu l'as bien dit, hein, de traverser des épreuves, des moments ensemble où vous avez l'impression que personne d'autre fait ça au monde et que vous êtes là où il faut être en ce moment et que vous changeriez pour rien au monde votre équipe, ça vaut tout l'or du monde. Et ça passe par des moments où, comme je disais tout à l'heure, on se prend des tartes dans la figure. La première fois qu'on gagne un relais sur des championnats du monde, c'est des championnats du monde en bassin de 25 mètres, c'était fin 2010. Les types du relais, moi j'étais gamin, ils ont décidé de se mettre enfin à avoir un esprit collectif de relais, à travailler là-dessus en 2003. Ça vous donne un ordre d'idée du nombre d'années nécessaires à la construction d'un collectif et surtout d'une philosophie de relais et de savoir ce qui marche pas, quel type on met à tel endroit, est-ce qu'on concerte les entraîneurs, le staff, les nageurs, comment on fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de rajouter. Ce que je peux rajouter aussi, c'est ce travail. Donc là, j'ai parlé essentiellement du travail avec les joueuses, mais il y a aussi, et ça c'est un cadre que j'avais posé avec le staff, c'est que j'étais à la disposition du staff aussi, et j'étais en veille sur l'état aussi du staff, des différents membres du staff. Et que là aussi, on a des temps de débriefing individuels ou collectifs. Il y a une question ? J'ai pas entendu le mot encore motivation.
quelle est, alors quand la motivation est là, ça semble assez facile, quand elle est intrinsèque ou d'ailleurs de l'extérieur, mais quand il y a baisse de motivation, etc., enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot les uns les autres? Franchement, 0 sur 20. Je viens de vous expliquer exactement... Non, je plaisante. Hein. Mais je viens exactement de vous expliquer pourquoi, quand on n'est pas motivé, on se lève quand même le cul tous les matins. Parce qu'il y a des gens qui sont là et que ces gens-là, vous ne pouvez pas les abandonner. Et qu'à un moment donné, vous avez aussi une... C'est difficile hein, de voir, surtout quand on fait des Jeux Olympiques, parfois c'est 4 ans. Dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, c'est vachement loin. Hein. Quand vous vous levez le matin à 5h30, qu'il fait froid, qu'il fait nuit, qu'il n'y a personne dans la rue, c'est difficile. Ben là, je vous dis, à ce moment-là, ça fait partie du truc d'avoir cette équipe-là, d'avoir ces gens-là pour lesquels vous vous levez, et ces moments-là, super particuliers. Il y a des sportifs pour lesquels c'est pas du tout le cas. Typiquement, Laure Manodou, André Agassi, qui vous disent « Moi, l'entraînement, jamais aimé ça ». Je peux comprendre. Moi, j'étais tout l'inverse. Je me suis toujours régalé à l'entraînement. Ça a toujours été une source de motivation de me dire que j'allais retrouver mes potes, etc. Et le sport, c'est fait pour ça, quoi. C'est un jeu. C'est un jeu et c'est un moment de partage avec les gens. Donc, je pense que c'est une grosse partie, je ne sais pas si... Oui, tout à fait. C'est un des facteurs de motivation. C'est pour ça que l'approche systémique est importante parce que, voilà, nous, on a toujours affaire à des gens motivés. D'accord ? Donc, quand il y a une baisse de motivation, quand il n'y a plus de motivation, c'est encore une fois un symptôme. On a des gens déterminés, on a des gens courageux. Voilà, quand on parle du mental, ça, on l'a déjà. Nous, quand on travaille avec des athlètes, c'est pas là-dessus qu'on travaille. On travaille sur les variations qui sont effectivement des moments, des passages obligés sur lesquels on doit être vigilant. Mais effectivement, après, il y a aussi différentes formes de motivation. C'est vrai que sur des carrières, par exemple, qui sont très longues, il faut renouveler la motivation parce qu'il y a une usure et une saturation physique et psychologique. Évidemment, si on propose toujours le même entraînement, toujours les mêmes lieux, à un moment donné, on arrive à... Il y a vraiment une saturation psychologique, hein, ça c'est sûr, hein, au-delà de la saturation physique. Donc il faut être amené à engager d'autres types de saisons. Je vois sur les athlètes dont je m'occupe qui sont là depuis un moment, eh bien, chaque fin de saison, évidemment, on débriefe avant d'entamer la prochaine pour voir ce qu'on met en place. Parce qu'on sait que l'athlète, sinon, peut rencontrer des moments très difficiles, notamment au niveau de sa motivation. Donc on est obligé de chercher. On ne peut pas avoir toujours les mêmes préparations sur 10 ans. Il faut aussi, c'est aussi ce qu'on rencontre en natation. Il y a un côté, la natation a ça de particulier, que c'est extrêmement usant. C'est des sports, on voit, enfin voilà, tout le monde le sait, hein, des lignes d'eau toute la journée, enfin, et des kilomètres dans des conditions difficiles. Voilà, Yannick évoquait l'eau glacée, enfin vraiment, les piscines, elles ne sont pas toujours aussi ce qu'on voit pour les Jeux Olympiques. Hein, donc c'est compliqué de se motiver tous les jours. Et puis, je pense qu'effectivement, ce travail intensif, je pense qu'on a plutôt intérêt sur des athlètes expérimentés à chercher plus la qualité et apporter de la nouveauté. Hein, parce que même si ça a marché, c'est ça le problème, c'est que quand ça a marché, on a tendance à dire bah, ça a marché jusqu'à maintenant. Oui, jusqu'au moment où l'athlète va se démotiver parce qu'effectivement, il a saturation. Et donc, l'idée, c'est de trouver, je vois par exemple, oui, on a fait des... Oui. Je peux rajouter quelque chose. Dans motivation, la motivation, pour moi, elle se situe entre le niveau cognitif en relation avec les valeurs et les croyances, les convictions de l'individu et les émotions et les savoir-faire. Donc ça se situe, c'est une combinaison, c'est en relation avec ces différents paramètres-là. Et puis il y a la motivation extrinsèque et intrinsèque. Donc pour ce qui concerne l'intrinsèque, il s'agit de la questionner et de savoir un petit peu qu'est-ce qui est fondamentalement qui génère, quelle est la motivation première et primaire chez cette personne-là. Il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs. Puis après, il y a la motivation extrinsèque qui est en relation avec le contexte et les objectifs. Et ça bouge. Et ça bouge aussi, comme le dit Myriam, aussi à travers le temps. C'est pas la même chose sur 4 années
d'exploration et de cheminement qu'au bout de 8 ou 12, parfois pour certains ça arrive, il y en a quelques-uns, au bout de ces années. Donc voilà, donc ça réclame un accompagnement. Quand il y a une baisse de motivation, il s'agit d'aller explorer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est en relation avec... on n'a pas réactualisé les données par rapport aux nouveaux objectifs, ou est-ce que cet athlète, est-ce qu'il connaît vraiment ses motivations et est-ce qu'elles sont stimulées? Est-ce qu'il est vraiment en contact avec ou pas? Voilà. Moi, j'ai un autre biais de motivation. Si vous payez 2 fois plus, vous êtes 2 fois plus motivé. Pensez-y si vous avez de l'argent. Oh, je plaisante. Je lui ai dit, je vais dire une bêtise. Non, mais ça va marcher pour certains, mais pas pour tous. Ouais. Ça peut être un biais de motivation, cela dit. Il y en a qui sont là pour ça aussi. Hein. Mais en général, c'est pas le principal. D'autres questions? Non, écoutez, on va clore la session. Richard, Myriam, Gladys et Yannick, merci 1000 fois et bravo.